tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine Hilario, journaliste à l'Étudiant et aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'épreuve de français du bac pour la filière générale qui a eu lieu ce jeudi 15 juin. Et pour cela j'accueille Valentin Grimaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur au lycée Frédéric Joliot-Curie à Damary-lès-Lys. Voyons ensemble les sujets qui étaient donc proposés pour cette épreuve de français. Donc il y avait le choix entre un commentaire de texte et une dissertation, avec 3 sujets au choix. Donc pour le commentaire, nous avions un texte de Diderot, Salon de 1767. Et pour les dissertations, on avait au choix le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse. Peut-on lire La peau de chagrin comme le tableau d'un monde exténué ? Ou encore, peut-on considérer Sido et les vrilles de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Alors Valentin, est-ce que selon vous, il y avait des difficultés un peu particulières dans ces différents sujets? Alors pour la dissertation, je trouve que ce sont des sujets quand même plutôt faciles, dans le sens où ils rappellent explicitement l'intitulé du parcours et qu'ils sont des questions totales et non pas des sujets citation. En revanche, peut-être que le commentaire a pu désarçonner certains candidats. Ah, pour quelle raison? Alors déjà, il s'agit d'un texte d'essai qui parle de l'art. Donc c'est un texte d'esthétique qui développe ce que peut ressentir un spectateur face à un tableau. Donc c'est un texte non fictionnel et aussi plutôt court. Donc Denis Diderot, dans ce salon de 1767, décrit ce qu'il ressent face à un tableau d'Hubert Robert, qui est un peintre de sensibilité pré-romantique qui a beaucoup représenté des ruines et donc le passage du temps. Donc Diderot va se projeter dans le tableau et va montrer quel est le rapport de son moi à l'œuvre d'art. Donc il y a une rencontre entre un individu et des peintures. Donc c'est un texte qui sera très lyrique, où il va y avoir l'expression des émotions par rapport à ce tableau. C'est un texte qui est aussi poétique et qui montre un certain ravissement, un enthousiasme. Donc le moi va se projeter dans le tableau, va l'habiter et va s'extraire du monde pour chercher peut-être un monde idéal à l'intérieur du tableau. Donc face à ce paysage, puisque c'est un tableau de nature, donc un paysage qui est un paysage de ruines, qui représente peut-être la civilisation tout entière, le jeu se projette dans le tableau et essaye de s'y inclure. Cela se fait par un langage plutôt poétique, plutôt lyrique. Ce n'est pas un essai très neutre. Donc il y a beaucoup de formules parallèles, d'anaphores, d'images poétiques. Il y avait beaucoup de figures à relever en tout cas. En effet, il y avait beaucoup de figures à relever, comme je vous le donnerai un peu dans le plan. Et donc ce décor devient un lieu idyllique, un lieu bucolique dans lequel il s'imagine peut-être survivre au temps et dans lequel il s'imagine avoir une relation amoureuse. Donc cette réflexion, ce regard du tableau permet une réflexion métaphysique sur le sens de la vie, peut-être nous apprend à affronter notre finitude et nous dit que l'œuvre d'art survit à l'homme. Et alors du coup, quel plan on pouvait tirer de cette analyse en fait du texte? Alors en suivant une logique un peu de quoi, comment, pourquoi, en allant du plus évident au plus compliqué, on pourrait faire une première partie sur la rencontre entre une âme et un univers pictural, donc décrire peut-être dans une première sous-partie les éléments concrets, descriptifs de cette peinture, puis dans une deuxième sous-partie les marques de la première personne qui sont très présentes, les verbes de sentiment, les verbes de perception, et peut-être voir quelle est, au sein de certaines phrases, la rencontre entre le tableau et le jeu. Dans une deuxième partie, on pourrait s'attarder plutôt sur les envolées lyriques et poétiques du texte, donc sur son rythme, qui permet la réverbération de l'émotion par des reformulations, par des parallélismes, pour finir, enfin, dans une dernière partie qui répondrait à la question du pourquoi, de savoir comment est-ce que l'œuvre d'art peut être un refuge pour l'homme, lui permettra peut-être d'apprendre à mourir, mais aussi peut-être à aimer, puisqu'il imagine une scène galante à l'intérieur du tableau. Donc l'art et le tableau devient peut-être un monde virtuel. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications, pour le commentaire. On va peut-être passer maintenant aux dissertations. Donc, il y avait donc 3 sujets au choix. Voilà. Pour le premier sujet, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait
comprendre, qu'est-ce qu'il fallait tirer de cet énoncé? Alors le premier sujet, sur Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, on voit tout de suite le mot de plaisir, qui est un mot qui est dans le parcours. Donc ici, on nous propose une piste de plaisir à l'intérieur de ce roman. Donc le plaisir ici viendrait du récit d'une passion amoureuse. Donc dans une première partie, évidemment, il faudra développer l'idée selon laquelle il y a bien le récit d'une passion amoureuse. Donc le récit, bien sûr, c'est le produit d'une narration. Et ici, on a bien un narrateur qui reproduit ce que lui a dit Des Grieux. Donc on est bien dans l'idée d'un récit. Et la passion amoureuse, c'est l'idée donc d'une relation, bien sûr, d'une histoire. Mais dans passion, il y a aussi peut-être derrière l'idée de souffrance, puisque c'est une relation entre Des Grieux et Manon Lescaut qui sera marquée par la souffrance et la fatalité. Donc même si les deux amants s'aiment profondément, il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de souffrances dans leur relation. Donc c'est ce qu'on montrait dans une première partie, que cette passion amoureuse va jusqu'à la déraison, qu'elle est prête à tous les sacrifices. On parlera des scènes pathétiques, on pourra citer peut-être certains moments où on nous parle de fatale passion. On pourra détailler le moment du coup de foudre jusqu'au moment de la mort de Manon dans le sable de l'Amérique. On pourra détailler peut-être aussi l'aspect addictif de cette relation. Des Grieux est accro à Manon. Manon est accro à Des Grieux, certes, mais aussi à la richesse et un certain mode de vie. Donc il y a dans cette passion amoureuse aussi une dimension et pathétique et tragique, fatale. Mais dans une deuxième partie, il faudrait... Où est le plaisir? Où est le plaisir? Alors, c'est un plaisir de lecteur, peut-être pas le plaisir des personnages. Mais la deuxième partie nous permettrait de dire qu'il y a peut-être d'autres plaisirs. En tant que lecteur, quand on reçoit cette œuvre, peut-être qu'il y a d'autres éléments qui nous donnent du plaisir. Alors, d'abord, peut-être le plaisir d'observer, puisque c'est un roman qui a des aspects réalistes et qui nous montre comment pouvait être la société à l'époque. Donc, il y a des personnages vénaux, des personnages amoureux de l'argent, des scènes de triche pour gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment cette obsession autour de la richesse, qui est peut-être la satire d'un certain monde du XVIIIe siècle. Et il y a aussi peut-être un autre plaisir, qui est le plaisir du roman d'aventure. En effet, on voyage beaucoup, que ce soit en France, mais même à la fin en Amérique. Il y a des scènes d'action, il y a de nombreux rebondissements, il y a des meurtres, il y a des combats, il y a des scènes comiques aussi, quand Manon se travestit en homme pour sortir de sa prison. Donc il peut y avoir aussi un plaisir qui n'est pas lié à l'amour et à la relation amoureuse. Enfin, un plaisir qui était prévu en tout cas par l'abbé Prévost, qui est un plaisir moral. C'est-à-dire qu'en lisant cette histoire, on réfléchit à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le plaisir, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir dans sa vie, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier. Et ça, ce sont des questions morales, des questions de choix pour soi-même. Et peut-être qu'en voyant ces personnages en quelque sorte punis pour cette passion amoureuse qui va trop loin, peut-être que nous-mêmes, on est édifiés moralement. Et donc, on reçoit une leçon de ce livre. Très bien. Et alors, une deuxième dissertation, on n'est plus vraiment sur l'idée de passion, de plaisir, mais plus sur voilà, la peau de chagrin, un tableau d'un monde exténué. Alors, comment est-ce qu'on pouvait argumenter justement sur ce sujet-là? Alors, des trois, c'est peut-être celui qui est le plus complexe à comprendre, puisque le groupe nominal, le tableau d'un monde exténué est plutôt complexe. Et peut-être que le mot exténué a pu être compliqué pour certains élèves. Donc exténué, qui est fatigué, très fatigué, harassé. Ici, on nous demande s'il y a le tableau. Alors le tableau peut-être est à relier au réalisme. Le tableau, ce serait donc la fresque, la description, les nombreux détails, donc qui irait avec le mouvement réaliste de Balzac. Est-ce qu'il y a le tableau d'un monde en perte de vitesse, d'un monde en fin de vie? Alors quel est ce monde? Et c'est ce qu'on pourrait développer dans un grand 1. Ce monde, ça peut être peut-être le monde politique. En 1830, on a la Restauration qui devient la monarchie de Juillet et qui donc remet sur l'échiquier politique des idées qu'on connaît déjà, qui sont les idées de la monarchie. Donc peut-être c'est ce monde-là qui est en fin de vie. Peut-être aussi un monde moral, puisque le roman est marqué par la corruption. Comme le montrent les personnages de Rastignac, les personnages de Aquilina, Euphrasie, le banquet de Taillefer.
Donc c'est un monde peut-être sclérosé, ce qu'on voit aussi par le biais de la médecine. Donc inversement, il aurait fallu montrer que dans La peau de chagrin, il y a peut-être l'aspiration à un autre monde. En effet, avec la jeunesse, les débats politiques qui chercheraient à créer un nouvel idéal politique, peut-être aussi les réflexions philosophiques de Raphaël, qui par l'idée de volonté, par son ascèse, voudrait créer de nouvelles idées. Pauline incarne peut-être la pureté d'un monde innocent, incarné aussi peut-être par la Suisse, mais il faudrait, je pense, conclure par l'idée que la révolution, dans ce roman, semble impossible, et que la fin tragique des personnages et que le piège fantastique de La peau de chagrin représente peut-être l'enfermement d'une jeunesse bridée. Donc là, plus ou moins, à chaque fois, c'est un peu, on répond presque oui à la question, mais pas tout à fait. Est-ce que ça va être un peu la même chose pour le dernier sujet? Oui, en effet, les 3 sujets proposés ici devaient être développés dans leur proposition de thèse et devaient être ensuite développés dans l'idée que l'œuvre ne se réduit pas à l'idée proposée. Donc pour Sido et l'Évry de la vigne de Colette, en effet, il fallait envisager que ce sont des œuvres de l'émerveillement, donc de l'euphorie, de l'étonnement, du ravissement, face à une merveille, un miracle, donc ce qui se relie à l'idée de la célébration du monde. Donc dans une première partie, on pourrait montrer qu'il y a une émotion de Colette face à la beauté, que ce soit par l'autorité et le savoir de sa mère, autorité presque magique, face aux points cardinaux, la puissance de sa voix, peut-être aussi la beauté de la nature, avec l'image des vrilles de la vigne, une puissance de la nature. Il y a une vision presque panthéiste d'ailleurs du monde. Et aussi, on pourrait voir qu'il y a la beauté, le miracle des animaux. En effet, dans les vrilles de la vigne, les animaux parlent, les animaux sont en dialogue. Et ça, c'est un motif d'émerveillement pour Colette. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire le roman à l'émerveillement, ces 2 romans, puisqu'il y a des sentiments autres, peut-être moins positifs et peut-être moins lyriques. En effet, elle exprime parfois un désenchantement, peut-être des regrets par rapport à son enfance, notamment par rapport à la figure du père, qu'elle aurait peut-être pas assez connue. Il y a aussi des moments de réflexion sur soi-même qui sont moins lyriques, sur sa solitude, sur sa vocation d'écrivaine, sur la quête d'elle-même, notamment dans le miroir, où elle s'entretient avec un de ses personnages. Et enfin, il y a beaucoup de passages satiriques, donc qui dénoncent par le rire, que ce soit la dénonciation de l'amitié, le monde du quotidien, avec des petites scénettes qui nous tirent de l'émerveillement, plutôt pour aller vers des éléments négatifs. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments. Je vous rappelle que le corrigé écrit de l'épreuve de français est aussi disponible sur le site de l'étudiant.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.